d'inventorier d'inventorier et d'exploiter l'ensemble des structures funéraires de Suisse, toute époque confondue. Donc, Sophie est particulièrement bien placée pour nous parler aujourd'hui de l'archéologie funéraire sur cette période 1350-1850. Sophie, à toi la parole. Alors, au cours de cette communication, je vais tenter, au travers d'exemples principalement vaudois, de mettre en évidence la pérennité ou l'évolution des pratiques funéraires au cours de cette période de 5 siècles, en abordant d'abord la thématique du cimetière, puis celle de la sépulture. Alors, au XIVe siècle, le cimetière est paroissial et il se trouve quasi systématiquement autour ou à proximité immédiate de l'église. L'édifice religieux et le lieu d'inhumation forment une entité qui occupe souvent une place centrale au cœur de l'habitat, comme vous pouvez le voir sur les 2 exemples présents sur cette dia. Cette situation perdure plus ou moins longtemps selon les régions, et on peut se demander si la réforme a eu un impact sur la localisation des cimetières. Alors, cela ne semble pas être directement le cas. Par contre, elle a contribué à la fermeture de nombreux lieux d'inhumation. Un premier changement semble s'amorcer au début du XVIIIe siècle avec la création de nouveaux cimetières établis à la périphérie des agglomérations, et ces ouvertures se font à la demande des communes. Ici, vous avez l'exemple de la Tour de Paix, et l'espace en blanc ici, en fait, est la localisation du bourg, mais on voit que le cimetière, à cette période-là, donc au tout début du XVIIIe siècle, est repoussé à l'extérieur de l'agglomération. Et ce choix découle probablement de raisons très pragmatiques. Il n'y avait sans doute plus assez de place autour de l'église pour pouvoir continuer à inhumer correctement des défunts. Et on peut noter que le cimetière a déjà plus un statut communal que paroissial. Et puis, le XVIIIe siècle voit l'apparition d'un courant d'idées hygiénistes qui va pointer du doigt l'insalubrité des lieux d'inhumation. Les problèmes relevés sont entre autres la profondeur insuffisante des fosses, la réutilisation trop rapide des emplacements, l'absence de clôture complète séparant clairement les morts des vivants. Au Moyen-Âge déjà, le cimetière n'est pas seulement le lieu des inhumations, on y tient des assemblées, on y fait paître son bétail, on y étend le linge. Les hygiénistes soulignent la pestilence qui y règne et on craint également, dans un contexte d'épidémie très fréquente, que les cadavres en putréfaction ne propagent des maladies. Alors, tous ces constats vont amener les autorités à légiférer sur le sujet dès la fin du XVIIIe siècle et au tout début du XIXe siècle. Le tout jeune canton de Vaud témoigne bien de cette évolution des mentalités en promulguant dès 1810 un décret qui stipule qu'aucun cimetière ne peut être établi à l'intérieur d'une agglomération. Ici, vous avez le texte de loi de 1812, mais qui est exactement le même. Donc, vous pouvez lire ici. Et si on reprend l'exemple de Lausanne, on voit bien qu'il n'y a plus de cimetière autour de la cathédrale, mais par contre, ils ont été déplacés bien à l'extérieur, donc un premier ici, un deuxième là, donc ils sont vraiment à l'extérieur de l'agglomération. Si la plupart des communes s'exécutent dans les années qui suivent, il y a ici ou là quelques réfractaires, comme la commune de Communy, donc à l'extrême, tout à l'ouest du canton de Vaud. Alors, vous voyez ici le mur du cimetière, le mur de clôture. On voit en dessus du mur apparaître le sommet de monuments funéraires. Et puis, nous étions intervenus il y a 5 ou 6 ans, préalablement à l'extension du cimetière dans la parcelle donc, qui est au premier plan, puisque en fait, l'église, le cimetière se trouvent sur une villa gallo-romaine et ils voulaient s'assurer que les nouvelles inhumations ne toucheraient pas le site romain. Et puis, on peut également dire que le déplacement des lieux d'inhumation est un phénomène propre au canton protestant et qu'il n'est que rarement observé en terre catholique. Dans le canton de Fribourg, le cimetière est quasiment toujours systématiquement autour des églises. On peut relever que tous les défunts n'ont pas le droit d'être inhumés dans la terre consacrée du cimetière. Il existe différents types d'exclusions que je ne vais pas énumérer ici, mais qui ont souvent trait à la confession ou à la moralité du défunt.
Ils sont dès lors ensevelis dans des carrés séparés ou dans des lieux d'inhumation différents. Mais parfois, l'exclusion vise aussi de bons chrétiens. À Villeneuve, dans le canton de Vaud, on trouve dès le XIIIe siècle 2 lieux d'inhumation fonctionnant en parallèle. Le premier est bien entendu le cimetière qui se trouve autour de l'église, réservé aux seuls paroissiens. Le second s'est développé autour de la chapelle de l'hôpital et il n'accueille que les sépultures des pèlerins ou des étrangers décédés sur le territoire de la commune. Autre cas particulier, les inhumations à l'intérieur des lieux de culte. Alors, dès le XVIe siècle, les autorités essayent d'interdire cette pratique pour des raisons d'hygiène déjà, mais les nombreuses injonctions rapportées par les archives ne sont que rarement suivies. Même les lois promulguées dès la fin du XVIIIe siècle ne seront pas toujours suivies. Là, vous avez le cas de Grandson, où une partie de ces tombes sont datées du XIVe siècle. Et puis, vous avez en 1509, ici, la construction de la chapelle Bourgeois. Et donc, toutes les tombes qui se trouvent à l'intérieur datent bien évidemment du XVIe siècle. Et puis, on a également des exemples comme à Neuchâtel, où l'interdiction date de 1777, mais le général von Zastrow est inhumé en 1830 dans le cœur de la collégiale. En ce qui concerne la configuration des cimetières, alors d'un point de vue archéologique, il est souvent difficile, voire impossible, de restituer l'apparence des espaces funéraires. Dans la plupart des cas, les espaces de circulation, les marquages de surface et les clôtures ont été arasés, en tout cas ne sont pas conservés. Alors, je vous ai bien entendu mis un cas où on a les fondations d'un mur de clôture, donc ici à la Tour de Paix, en cours de décapage machine. Et puis, il existe pour les cimetières les plus récents parfois des plans. Donc là, c'est le cas de Aubonne, où on voit la distribution générale de cet espace funéraire. Il y a également des relevés d'architecture. Là, vous avez la proposition excusez-moi, pour le changement du portail du cimetière de Chaudron à Lausanne. Et dans des cas exceptionnels, on a également des photos. Alors ici, c'est le même cimetière que celui du plan du portail, donc ça s'appelle également le cimetière de Saint-Laurent. Vous avez au deuxième plan, en fait, tout le cimetière que l'on voit ici. Et dans la dernière image, à la Tour de Paix, une vue aérienne, où vous avez le cimetière qui se trouve ici. Et ce que l'on peut constater, c'est qu'au XIXe siècle, en tout cas, les cimetières sont fortement arborés. Et puis, dès le début du Moyen-Âge, l'orientation des tombes se standardise avec généralement la tête du défunt placée à l'ouest. Alors, bien que cet axe ouest-est soit prédominant, il y a dans les faits une grande variabilité. À l'extérieur des édifices religieux, l'orientation semble, dans la plupart des cas, dictée par celle du bâtiment. À l'intérieur, elle est souvent réglée par la position du maître-autel et également conditionnée souvent par les maçonneries. Donc, j'ai repris à cet effet le plan de Grandson, le maître-autel se situant dans le chœur ici, bien entendu. Le cas de Grandson, où on voit que toutes les sépultures sont parfaitement alignées, des rangées, où les fosses sont extrêmement rangées. Et puis, excusez-moi, je me suis un peu mélangée. Et à partir du XVIIIe siècle, en fait, ce que je voulais dire avant de partir sur l'organisation générale du cimetière, c'est que cette orientation, elle n'est plus tellement déterminante, surtout à partir du moment où les cimetières vont être déplacés vers l'extérieur des agglomérations. On a à peu près toutes les orientations possibles. Et puis, je vais reprendre sur l'organisation, puisque je vais déjà un tout petit peu passer là-dessus. Alors, l'organisation interne des cimetières diverge beaucoup, même au sein d'une même période. Les regroupements familiaux et sociétaux ne disparaissent pas totalement. On les retrouve parfois encore localement jusqu'à aujourd'hui. Mais d'une manière générale, ils vont laisser progressivement la place à des dispositions plus ordonnées. On note une volonté de rationaliser davantage l'espace. Et ce phénomène va aller en s'accentuant dans la deuxième moitié de l'intervalle qui nous concerne aujourd'hui. Et puis, dans la plupart des cas, les tombes
que je l'ai déjà dit, les tombes sont disposées en rangées serrées et parallèles. Alors, sur le plan de Granson, de prime abord, on ne voit pas tellement ces rangées, mais si on commence à phaser les tombes, eh bien, on voit quelque chose. Pourquoi je suis revenue en arrière? Excusez-moi, j'ai un problème avec mon PowerPoint qui ne veut plus avancer. Voilà. Ah voilà, c'est revenu. Donc, on voit bien que si on phase les tombes, ici, à partir de la période du 14e, 15e siècle, on voit bien que les tombes sont globalement disposées en rangée. C'est plus encore visible sur le cas ici à Saint-Sergue. Et puis, on peut également trouver une organisation selon un système qui ressemble plus à de petites parcelles, comme ici, aux clés. Et on a également des cas un peu exceptionnels, comme ici au Parc de la Brouette à Lausanne, où les cercueils n'étaient pas disposés dans des fosses individuelles, mais dans des rangées longitudinales et parallèles. Donc là, on est vraiment dans un système d'organisation qui est exceptionnel. On n'a pas toutes les réponses encore pour savoir pourquoi en fait, les fossoyeurs ont choisi ce mode d'inhumation. Et puis, un autre élément d'organisation du cimetière, bien entendu, ce sont les fosses. Alors, la profondeur de ces fosses est souvent difficilement appréhendable car leur sommet est souvent arasé, mais elles semblent quand même changer selon les périodes et les cimetières. Tout ce que l'on sait, c'est qu'au début du 19e siècle, les lois stipulent clairement que les fosses doivent mesurer au minimum 150 cm. Aujourd'hui, on est plus près des 1,80 m et entre 1,80 m et 2 m. Et sur les deux exemples que vous avez illustrés sur cette dia, on voit que les fosses, effectivement, n'ont pas toute la profondeur. Les deux sites ont connu plusieurs phases d'inhumation. Et systématiquement, les tombes les moins profondes sont celles qui sont les plus anciennes. Donc à Saint-Sergue, les tombes les plus anciennes mesurent à peu près 80 cm de profondeur. Les plus profondes du deuxième cycle atteignent environ 1,20 m de profondeur. Et à Aubonne, les tombes des dernières phases ont déjà cette profondeur requise de 1,50 m. Et puis, en ce qui concerne la gestion des cimetières, donc, ces cimetières qui ont connu une longue période d'utilisation, comme à Granson, qu'on a vu avant, ou à Lausanne-Vidy, que vous avez à l'image, les emplacements sont fréquemment réutilisés. Alors, je signale juste que la photo, en fait, ne concerne qu'une toute petite portion de cette zone densément occupée. Alors, bien entendu, réutiliser fréquemment les mêmes emplacements provoque des recoupements qui occasionnent des manipulations d'ossements. Alors, dans la première partie de l'intervalle, les fossoyeurs vont chercher à éviter toujours d'aller toucher les sépultures les plus anciennes, mais quand ils n'y arrivent pas, les ossements sont replacés sont replacés dans la fosse avec ou sans organisation, ou alors ils peuvent être également déposés dans des ossuaires qui peuvent prendre des formes diverses et variées. Là, vous avez 3 cas de ce qu'on appelle de réduction dans la tombe. On voit bien le caractère en amas, ici un fagot d'ossements longs, et puis là, une sorte de tapis d'os longs sous le défunt. Et puis, en ce qui concerne l'architecture des sépultures elles-mêmes, qu'en est-il? Alors, pour cette période, elle est généralement en matériaux périssables et donc rarement conservée. Ce que l'on sait, c'est qu'à partir du XIVe siècle, l'emploi d'un cercueil devient la norme. Et ces contenants sont d'abord de forme rectangulaire ou trapézoïdale, avec un couvercle plat généralement. Le mode d'assemblage passe graduellement des chevilles au clou. Et au XIXe siècle, par contre, on note l'apparition de cercueils à base hexagonale et de couvercles à pont incliné, comme à Lausanne, au Parc de la Brouette à Lausanne. Alors, ce cimetière est un cas très particulier. La conservation des bois y est exceptionnelle, ce qui nous a permis d'enregistrer
non seulement la forme des caisses, des couvercles, mais également de toutes les parties, des cercueils. Nous avons pu également enregistrer les modes d'assemblage, donc bien entendu énormément de clous, mais également un système un peu qu'on n'a pas l'habitude de pouvoir observer, la technique de rainure et languette que vous avez en bas à droite. Et puis sur ce site, on a également mis en évidence des végétaux à l'intérieur des cercueils. Ils étaient probablement utilisés comme matelas ou nattes et peut-être déjà comme rembourrage de capitonnage. Et pour la période, on a d'autres types d'architecture, comme par exemple ces caveaux en briques maçonnées. On peut en avoir également en pierre maçonnée. On les trouve soit à l'intérieur des églises, soit à l'extérieur. Et puis, de manière plus confidentielle ou marginale, on trouve l'utilisation de ces cuves en plomb. Donc ici, un exemple à B et le deuxième au Collège Courbet en cours de dégagement. En ce qui concerne les pratiques funéraires, eh bien, c'est comme pour les contenants, la préparation des corps finalement laisse peu, voire très souvent aucun indice archéologique. On sait que la pratique de l'embaumement est attestée, mais elle est extrêmement rare. Pour la période concernée, elle semble réservée d'ailleurs à une élite pour le rapatriement des corps. On peut occasionnellement trouver, et c'est assez rare, c'est le cas ici à Daillon, qui était une sépulture extrêmement bien conservée, on peut trouver des herbes aromatiques ou odorantes placées autour de la dépouille pour masquer les odeurs. Bien entendu, il existe d'autres gestes. Ici, ça n'est pas très visible sur cette photo, donc il faut me croire, mais il y a une couronne qui a été déposée sur le crâne du défunt, une couronne fabriquée à l'aide de fragments de tiges de métal, dans laquelle étaient peut-être placées des fleurs ou d'autres éléments de décoration. Et puis, un autre élément dont on parle souvent dans la préparation des corps, c'est le linceul. Alors, son emploi est généralement difficile à mettre en évidence, car, bien entendu, dans la grande majorité des cas, les textiles ont complètement disparu. On suppose la présence d'un linceul en général soit par la position très resserrée d'un squelette, mais surtout par la présence et la découverte d'épingles en bronze, comme on peut voir sur cette image. Alors, ces objets ne sont pas caractéristiques d'une période, mais leur utilisation en contexte funéraire semble commencer au XIIIe siècle déjà, et elle s'intensifie à partir du XVIe siècle. Ajoutons que cette utilisation de linceul n'est pas systématique, que le nombre d'épingles peut varier beaucoup d'un site à l'autre. Alors on peut dès lors se demander s'il s'agit de pratiques régionales, voire locales. À Saint-Cergue, comme vous avez comme représenté sur la diapositive, on compte entre 1 à 7 épingles par défunt. Leur disposition généralement révèle une certaine symétrie et des situations privilégiées. Sur d'autres sites, on peut trouver une à deux épingles sans localisation précise. Et puis, pour des sites contemporains, parfois, il n'y a aucune découverte d'épingles. L'abandon du linceul est assez tardif, apparemment dans le courant du XIXe siècle. C'est ce qu'on lit généralement dans la littérature. Et puis, un site que j'ai eu l'occasion d'intervenir à la Tour de Paix, eh bien, on trouve encore des épingles bien après 1860. Donc, peut-être que l'emploi du linceul, encore une fois, est local et à la Tour de Paix est utilisé de manière beaucoup plus tardive qu'ailleurs. Autre élément de pratique funéraire, c'est la position d'inhumation. Alors, elle est généralement standardisée. Les défunts sont inhumés en position dorsale, la tête de face. La position des bras varie énormément et on a généralement l'impression qu'au début de l'intervalle, ils sont fléchis de manière symétrique
avec les avant-bras d'abord ramenés à l'avant de l'abdomen ou du bassin, puis progressivement à l'avant du thorax. Dès la fin du XVIIIe siècle, les bras sont de plus en plus régulièrement disposés en extension le long du corps, comme c'est le cas sur les deux images sur l'image du milieu. Alors, ce que je vous dis là, ça n'est pas une vérité absolue, ce n'est pas des éléments de datation, c'est juste des impressions que l'on a sur ces positions au fil du temps. Et puis, en ce qui concerne les jambes, alors elles sont quasiment toujours en extension. La position fléchie semble réservée aux immatures, et en tout cas aux tout petits immatures, donc plus proches du terme, enfin de la naissance que des enfants plus âgés. Mais encore une fois, ce type de constatation, en fait, n'est pas systématique. Et puis, on a des exceptions à cette position généralisée dorsale, comme cet individu qu'on a découvert sur le site de Lausanne-Bidi, qui est, lui, inhumé en position ventrale, sans que l'on sache vraiment pourquoi il a été disposé ainsi. Sur cet individu, on peut également dire qu'on a fait faire une datation C14 et que ce squelette est daté entre 1441 et 1616. Un autre élément des sépultures, bien entendu, c'est le mobilier. Alors, les sépultures antérieures à la deuxième moitié du XIXe siècle ne livrent en général que peu de mobilier. Les inventaires comptent en nombre restreint des boutons, des agrafes, quelques boucles de ceinture, parfois des chaussures en cuir et très rarement des bijoux. Même les dépôts de chapelets et de médailles religieuses sont finalement assez rares. Et puis, on trouve également des monnaies, mais elles ne sont pas toujours associables indiscutablement aux défunts. Alors, le cas de cette monnaie en or que vous avez en bas au milieu est un cas exceptionnel. Elle a été découverte à l'arrière de la cheville droite du défunt, et donc elle était probablement cachée dans un repli de vêtements ou dans la chaussure, mais il ne s'agit sans doute, je dirais même plutôt vraisemblablement, pas d'un dépôt volontaire. Et puis dans les sépultures, et plus particulièrement dans les comblements, on trouve régulièrement des tessons de céramique, du verre, et puis des objets un peu particuliers comme ce que vous avez en bas à droite, cette lame de couteau. Alors, c'est le même constat que pour les monnaies. On ne peut souvent pas les associer indiscutablement aux défunts ou à une pratique funéraire, mais ce type de découverte est trop fréquent pour que ça ne soit rien. Et je finirai ma partie sur le mobilier, le mobilier que l'on trouve dans les sépultures, en disant qu'il y a, pour cette période, finalement, très peu de mobilier métallique. Et puis, bien entendu, le cœur de la sépulture est le défunt en lui-même. Alors, la compréhension des cimetières est tributaire des études anthropologiques, notamment la détermination de l'âge au décès, du sexe et des pathologies, qui nous renseignent sur l'individu, mais également sur le recrutement et l'état sanitaire des populations. Et dans quelques cas particuliers, les analyses paléopathologiques des os permettent d'aborder des thèmes comme l'évolution des pratiques médicales, donc les opérations chirurgicales ou les autopsies, et puis les pratiques funéraires, comme par exemple l'embaumement. Alors sur cette dia, vous avez un premier sujet central avec cette mandibule, maxillaire et mandibule, où on constate une usure assez particulière des dents. Il y en a deux autres de l'autre côté, et il semble que ce défunt était un fumeur de pipe invétéré. Et puis pour ces deux exemples à gauche, eh bien, l'individu a été autopsié ou disséqué. Alors le crâne a été ouvert par sciage, donc on le voit bien ici, et puis l'articulation du genou a été coupée très nettement, donc sciée et prélevée. Elle n'a pas été remise dans le cercueil. Et puis tout à droite, vous avez le cas de cet enfant découvert à Daillon, qui a subi plusieurs trépanations. La dernière, on voit bien que, en fait, sur la dernière
trépanation n'a même pas eu le temps de cicatriser avant le décès de l'enfant. Et un autre aspect qui concerne les défunts, alors plus particulièrement de la dernière partie de l'intervalle, est que l'on peut trouver des archives à leur sujet. Cela permet de constituer des collections archéo-anthropologiques de référence, si possible identifiées. Alors, je ne vais pas expliquer ici ce qu'est une collection anthropologique identifiée, mais il faut savoir que, mise à disposition de la communauté scientifique, ces collections servent bien évidemment de référentiel à l'étude des populations anciennes, et elles contribuent également, à l'heure actuelle, à des programmes de recherche en médecine ou en anthropologie forensique. Et pour conclure, donc, ce que l'on peut dire sur l'archéologie funéraire, c'est que la datation des sépultures de la période dépend, bien entendu, du mobilier qu'elle recèle, mais comme il est rare, on doit souvent avoir recours quand même aux datations radiocarbone ou alors à de la chronologie relative avec d'autres éléments périphériques. Au cours de la période 1350-1850, les pratiques funéraires se standardisent. Cependant, cette normalisation se lit surtout à l'échelle d'un cimetière ou d'une région restreinte. Elle touche tout l'éventail des attentions prodiguées aux morts. Et d'un point de vue archéologique, elle est particulièrement visible au niveau de l'organisation des ensembles, avec une rationalisation de l'espace et une uniformisation de l'orientation. Elle est également perceptible sur le plan de l'architecture des tombes et de la position des défunts. Et finalement, je dirais que le vrai grand changement dans cette longue période de 5 siècles, c'est la fin du 19e et le début du 19e, qui constitue un véritable tournant avec la mise en place de lois encadrant assez strictement les pratiques funéraires. Merci. Alors, merci beaucoup, Sophie, pour cette présentation qui fait un joli tour de la question. J'ai été mandaté parce que j'étais le dernier conférencier pour te poser une question. Alors, j'en avais préparé une avant, mais j'en ai une autre qui m'est venue pendant ta conférence et je vais poser celle-là. On s'est rencontrés plusieurs fois sur des fouilles d'église. Ce sont souvent des mikados d'ossements impressionnants. On voit que, comme tu le disais, que ces tombes sont dérangées sans souci, à part quelques réductions un peu organisées. Puis tu parlais de toutes ces modifications du paysage cimérial à la période moderne. Qu'en est-il du regard qu'on a sur ces déplacements? Ce que je veux dire, c'est qu'on part tout le temps, on met beaucoup de soin à ensevelir la personne dans le bon sens, au bon endroit dans l'église, etc. Une génération après, on passe à travers sans autre. Et puis j'ai un seul contre-exemple, c'est le cas de l'abandon de l'église Saint-Martin de Cressier, où on est à la fin du 19e, là, où les autorités proposent aux familles concernées de venir récupérer les ossements de leurs défunts pour éventuellement aller les mettre dans le nouveau cimetière qu'on va développer autour de la nouvelle église. Donc, je ne sais pas si vous avez dans vos interventions une possibilité de savoir, mais comment considérait-on ce squelette? Est-ce que c'était plus du tout le personnage qu'on avait enseveli, puis ça reste c'est de simples ossements, ou est-ce qu'on a quand même des signes d'une volonté de maintenir le bonhomme en entier pour qu'au jugement dernier, il se redresse tout droit? Voilà. Alors là, je pense que les mentalités ont beaucoup évolué au cours de la période qui nous concerne aujourd'hui. Au départ, ils essayent vraiment de ne pas aller toucher, de ne pas aller déranger les défunts précédents. Ce qui fait qu'à Grandson, on a vraiment on voit vraiment les tombes en fait, le fond des fosses remonte petit à petit. Et puis, dans les cas les plus récents, eh bien, on a aussi parfois on retrouve dans les archives justement ces mentions des demandes aux familles de venir récupérer des monuments funéraires, ou pas forcément des ossements, mais je pense que vraiment les mentalités ont changé. Par exemple, pour le cimetière du parc de la Brouette à Lausanne, il y a une archive de donc le cimetière fonctionne entre 1831 et 1832 et 1841, et
même pas 15 ans après, les autorités municipales voulaient faire passer une route au milieu du cimetière. Et donc, ça n'avait pas l'air de les gêner. Donc, probablement que ça dépend aussi, je pense, des régions, ça dépend de la religion, ça dépend ouais, de choses locales. Mais au point de vue archéologique, je pense que c'est assez difficile de percevoir ça. C'est plutôt au niveau des archives que l'on peut peut-être aller chercher cette perception du squelette. Parce que c'est vrai qu'au niveau archéologique, on a l'impression exactement inverse. Oui, On a oui. l'impression Oui. qu'on passe là à travers comme si c'était des graviers, quoi. Ah oui, tout à fait, oui. Mais encore une fois, ça, je pense que ça dépend des périodes. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que pour les périodes plus récentes, on essaye toujours de décaler les rangées. On ne remet pas à chaque fois les uns sur les autres. Quand on a vraiment ces systèmes de rangées bien réglés, serrés, eh bien, on va voir que les alignements, enfin, dans tous les sens, on essaye de décaler pour qu'on creuse entre les fosses en essayant de moins déranger. Mais ça ne marche pas toujours. Et donc, je pense que les fossoyeurs devaient être immunisés contre oh mon Dieu, on a dérangé des ossements. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta Oui, question. oui, je te remercie. Oui, 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 oui. Enfin, on voit que c'est compliqué puis que la perception des gens varie. Moi, je vais te transmettre une question qui est venue par chat. Il y a en particulier deux questions qui tournent autour des sépultures de bébés et de très petits enfants, à savoir plutôt est-ce qu'elles sont fréquentes, est-ce qu'il y a une variation sur la période, et puis aussi est-ce qu'on continue éventuellement après la Réformation. Semble-t-il que ça a été mis en évidence par Peter Eggenberger ailleurs, d'ensevelir dans les églises les très petits enfants. Alors, les sépultures des tout petits, donc ce qu'on appelle les périnatales, on a un véritable déficit. On suppose souvent que les sépultures étaient beaucoup moins, enfin les fosses étaient beaucoup moins profondes pour ces individus-là, donc il est très facile de les rater lorsqu'on fait des décapages machines pour accéder aux vestiges. Et puis, je me suis rendu compte, justement toujours à la Tour de Paix, où on a un secteur entier réservé aux immatures. Alors, c'est un secteur qui est plus tardif, hein, puisqu'il est postérieur à 1889, mais sur les 90 sépultures d'enfants qu'il y avait dans ce secteur, on en a en tout cas 15 où il n'y a plus d'ossements. Ce n'est pas parce que les gens sont venus les récupérer, c'est qu'en fait, ils ont disparu. En fait, ils ont été réduits à néant par la décomposition, peut-être par la composition chimique du sol. Et donc, on voit que souvent, quand on lit les rapports de fouilles de cimetières, donc les rapports anthropologiques, on lit toujours que voilà, il manque cette partie du recrutement funéraire, puisque c'est comme ça qu'on le nomme, et on émet des hypothèses, mais on n'arrive jamais à mettre le doigt dessus. Et là, dans ce cimetière particulier de la Tour de Paix, en fait, on a une partie de la réponse, c'est que des ossements peuvent disparaître. Et puis, pour la question sur les inhumations à l'intérieur des églises, et oui, ça continue, même en terre protestante. Le cas de Grandson est intéressant puisqu'on a des inhumations d'enfants postérieures à la Réforme.